Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Cerebria, le monde intérieur, un jeu de Victor Peter et Richard Hamann, édité chez Mindclash Games et qui arrive actuellement en français chez Intrafin. Alors, on a un jeu qui est un jeu expert et pourtant il a une spécificité, c'est qu'il va pouvoir être joué en coopération 2 contre 2. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de contrôle de zone et il va y avoir 2 équipes, la tristesse et le bonheur. Et ces 2 équipes vont se faire face afin de permettre le développement d'un être. On ne précise pas si c'est un animal, si c'est un humain, si c'est un bébé, si c'est un jeune homme, mais en tout cas d'un être au niveau de ses émotions. Donc on va vraiment construire quelque chose, on va construire la mentalité d'une personne, d'un être vivant, en se basant sur ses émotions, pas dire positives et négatives, mais plutôt tout ce qui est la tristesse, la haine, la colère, tout ce qui va avec, et tout ce qui est le bonheur, la joie et d'autres choses comme ceci. Et ces 2 équipes qui vont donc se faire face, la tristesse et le bonheur, on va pouvoir être un joueur contre un joueur, 2 contre 2, et auquel cas on aura alors 4 personnages au lieu d'en avoir 2 au niveau du jeu. Donc il y a un personnage par joueur, mais on peut aussi jouer à 3, c'est-à-dire 2 contre 1, et celui tout seul va avoir le choix entre tenir 2 personnages ou simplement un seul, ce qui n'est pas un gros problème au niveau du jeu. On va ainsi jouer chacun son tour, une équipe et puis l'autre, ce qui veut dire que quand on est 2, c'est l'un et puis l'autre toujours avec le même personnage. Quand on est 4, c'est un personnage de l'autre équipe, un personnage de la première, le dernier personnage de l'autre équipe. Et si on est 3, ce sera un personnage d'une équipe, celui tout seul, l'autre personnage de l'équipe, celui tout seul. Et on va toujours ainsi avoir chaque équipe qui va jouer un coup avec un de ces personnages, toujours dans le même ordre. On a un ordre du tour qui est défini au début du jeu et on va toujours respecter cet ordre du tour jusqu'à la fin. Une fin qui va d'ailleurs s'avérer assez brutale vu que dès qu'un des objectifs de fin sera atteint, le jeu s'arrêtera immédiatement. Ce qui fait qu'il y a un avantage à être l'équipe qui commence parce qu'effectivement, il y a potentiellement l'occasion de jouer un coup de plus, un tour de plus que l'adversaire. Ça c'est très important, donc veillez à donner la position de premier joueur à l'équipe ou au joueur qui connaît le moins le jeu. Comme le jeu c'est essentiellement un contrôle de zone, parlons d'abord des zones et voyons comment elles sont contrôlées. Il y a 5 royaumes qui sont présents ici, chaque royaume ayant un nom et un pouvoir associé qu'on va pouvoir utiliser dans nos actions. En plus des 5 royaumes, il y a 5 frontières qui sont toutes des zones dans lesquelles on va aussi avoir un contrôle possible. Et ce contrôle va se faire au biais d'émotions. Alors, émotions dans le sens du jeu parce que globalement, il ne devrait y avoir que 5 émotions si on a une vision vraiment rigide du terme, mais qu'importe. On va donc parler de cartes et d'émotions ici pour être placées dans le jeu et ces cartes, quand elles sont présentes, vont permettre de faire une majorité, simplement une présence, au niveau de la valeur qui vont être associées à celle-ci. Alors toutes les cartes ont ainsi une sorte d'essence qui va définir l'endroit, le niveau de pouvoir de celle-ci et au départ, on va avoir un petit 1 sous chacune, donc chaque carte de base a une valeur de 1. Que l'on va placer en respectant la mise en place ou qu'on va laisser aux joueurs la possibilité de placer chacun son tour à un endroit spécifique. Idem pour les personnages de chaque joueur qui vont être placés sur une frontière en début du jeu. Alors, grâce à ceci, je vais avoir donc un contrôle de zone. Eh bien, en étant majoritaire sur une zone, je vais avoir le contrôle. On a des petits marqueurs recto verso qui vont dire cette zone m'appartient, ce royaume m'appartient. Et quand il n'y a personne, il n'y a personne. S'il y avait une égalité, comme ceci par exemple, il y aurait 1 contre 1 et on n'aurait aucune valeur, aucune personne qui serait présente dans le contrôle de la zone. C'est la même chose avec la frontière, sauf que la frontière, il suffit d'une carte pour en avoir le contrôle et ça permet ainsi d'être présent ici. Et l'autre avantage d'être sur une frontière, c'est qu'on joue à la fois sur 2 royaumes, c'est-à-dire que celle-ci, le 1, vaut pour calculer la puissance et le contrôle de ce royaume-ci, mais aussi de celui-là. Donc un personnage qui serait à la frontière ici, ce serait 1 contre 1, et donc il n'y aurait aucune personne qui serait possesseur, propriétaire de ce royaume. Sauf que les personnages qui sont à la frontière pourraient être contrés par un joueur adverse, c'est-à-dire qu'un joueur en mettant ici, on a l'impression que ça fait toujours 1 contre 1 pour le contrôle de cette zone-ci. Mais la différence, c'est qu'une émotion qui est de l'autre équipe que celle qui contrôle la frontière va annuler l'émotion qui se trouve à la frontière. Autrement dit, ce 1-là va contrer simplement toute la carte qui se trouve là. Donc ça va faire 1 contre 0 et donc j'ai bien la possession. Si par contre c'était un personnage de ma couleur, c'est-à-dire de mon équipe, eh bien on aurait par exemple ici, je contrôlerais cette partie-ci
Et pour cette zone-ci, ce n'est pas 1 mais 2, comme c'est la même équipe, là-bas celui de la frontière plus celui présent vont être additionnés pour voir qui contrôle la zone. Donc vraiment un contrôle de zone très malin avec cette gestion de frontières qui vont me permettre d'avoir un jeu qui va évoluer dès qu'on va placer ou déplacer une carte ou qu'on va éliminer la carte de quelqu'un d'autre, qu'on va être de la même couleur ou pas de la même couleur, ça va changer. Ici, les 3 cartes qui se trouvent sur la frontière, donc 2 royaumes, une frontière, c'est ce qu'on appelle une triade. C'est toute une zone qui a un impact dans le jeu parce qu'on va avoir des contrôles de zone aussi de triade. Et on va avoir un autre emplacement qui est important dans le jeu qui peut comptabiliser dans le cadre du contrôle d'un royaume. C'est la zone qui se trouve ici, ce sont les forteresses. Forteresses qui arrivent avec une valeur qui va donc s'additionner dans un contrôle de royaume pour voir effectivement qui va l'occuper. Ici, ce serait donc 1 plus 1 contre 1 et on va avoir un contrôle pour l'équipe du bonheur. Par contre, on peut aussi avoir une gestion qui va augmenter dans le cours du jeu mon pouvoir au niveau d'un personnage et là-bas, j'en aurai 2 contre 1, ce sera à nouveau moi qui l'emporterai. Il y a des cartes émotions qui sont bien spécifiques qui me permettraient éventuellement d'avoir un bonus complémentaire dans des conditions définies par la carte qui me permettrait d'avoir un plus 1 en plus du plus 1 de base et donc avoir une facilité pour le contrôle d'une zone. En plus, ces cartes-ci qu'on va créer, qu'on va gérer au niveau du jeu, elles vont pouvoir être upgradées, donc elles ont des versions supérieures qui elles aussi ont plus de force, ont plus de pouvoir. Et donc c'est vraiment tout un jeu de contrôle où je vais changer, additionner, placer des cartes, attaquer celui de l'adversaire et donc renverser le contrôle d'une zone ou d'une autre. Alors l'intérêt d'avoir ce contrôle de zone, c'est quoi? Eh bien c'est parce qu'on va avoir des objectifs. On a au début du jeu une série d'objectifs, il y en a 9 qui vont avoir lieu dans l'ordre ici. Et à chaque fois qu'on va déclencher une fin de manche, on va aller voir, tiens, qui a accès à l'objectif prévu, qui est celui qui a le mieux rempli l'objectif, en cas d'égalité, personne ne l'aura. Et ainsi, on va avoir une construction au niveau du plateau d'une forteresse qui va faire un empilage de petites pièces au fur et à mesure des joueurs. Cet empilement va finir par me donner en fin de jeu des points de victoire par rapport au nombre et à la force des pièces que j'ai placées, sachant qu'il y a 2 types de pièces. Il y a des grosses pièces et des petites pièces et celles-ci ont des valeurs de points de victoire différentes. Voilà, j'ai brossé large dans les règles, maintenant voyons dans le détail. Donc chacun à son tour de jeu va pouvoir faire 3 actions. Ces 3 actions sont à choisir parmi 10 possibles. 10 possibles, pourquoi? Parce que chaque royaume peut activer un pouvoir, une action spécifique. À chaque fois, on a une symbolique très claire, c'est-à-dire on a ce qu'il faut payer, c'est ce qui pend, et puis ce qu'on va avoir qui se trouve en dessous. Donc ce qu'il faut payer, ce qu'on va avoir. On a un truc très simple ici, par exemple, on va pouvoir payer une volonté, ce petit symbole 6 qu'il y a ici au niveau du jeu, ce sont des volontés. En payant une volonté, on va pouvoir en gagner 4. Une plus petite subtilité, mais j'y reviendrai. Et on va aussi avoir une série d'actions sur le plateau de chaque joueur. Donc chaque joueur a un plateau personnel et puis un plateau de l'équipe. Et on va avoir ici une série d'actions possibles. Donc il y a une action thème, phare, et puis qui va être pouvoir décliner en petits pouvoirs complémentaires. Il y a 5 actions au départ, 5 lignes, mais seulement 4 sont disponibles. Il va falloir payer, il va falloir développer votre plateau de jeu afin d'avoir plus de pouvoir. Alors comment est-ce qu'on va développer son plateau de jeu? Au début du jeu, on a chacun 2 cartes. Ces 2 cartes sont 2 nouvelles émotions, l'optimisme et l'excitation ici pour le bonheur par exemple, qui vont être potentiellement à placer dans mon jeu. Mais je peux toujours en action libre, à mon tour, une seule fois par tour, défausser une carte afin d'ouvrir un nouveau symbole, un nouveau pouvoir ou sous-pouvoir dans mon plateau. Alors ces cartes ont une icône de couleur qui se trouve ici, donc le jaune et le bleu. Et selon la carte que je vais défausser, eh bien, je vais prendre un marqueur jaune ou je vais prendre un marqueur bleu que je vais placer ici pour me permettre de faire l'action associée. Alors si je dépense par exemple la carte jaune qui va aller à ma défausse, eh bien, je vais pouvoir placer un marqueur jaune, par exemple ici, qui me donne accès au sous-pouvoir du pouvoir de déplacement. Plus tard, je pourrais aller activer les autres. Simplement, je dois toujours mettre des couleurs différentes pour les cases qui sont sur une même ligne.
C'est la seule règle, ça ne vous coûte rien au niveau argent, ça vous coûte une action libre, mais ça me permet alors de me donner accès à d'autres actions de mon choix sur le plateau au fur et à mesure. Il y a 4 couleurs de cartes et j'ai potentiellement 4 couleurs à placer sur une ligne. Alors, ces pouvoirs-ci, que me permettent-ils de faire? Bien, de manière très simple, on va avoir un pouvoir primaire qu'on va toujours activer quand on fait l'action normale, on paye toujours le pouvoir et le coût d'achat du pouvoir est indiqué chaque fois au-dessus. Donc c'est exactement ce que je vais devoir payer, c'est ce qui pend, entre guillemets, au niveau de la ligne. La première chose que je peux faire, c'est me déplacer. Me déplacer, j'ai droit à une case de déplacement. Vous avez des lignes qui permettent de définir l'endroit où je vais pouvoir me déplacer. Et donc je suis ma ligne comme je veux. Sauf que je ne peux pas m'arrêter là-bas où il y a déjà un adversaire, pas plus que je ne peux m'arrêter là-bas où j'aurai un autre partenaire si jamais je joue en équipe. Donc un déplacement, c'est mon action, elle va me coûter une volonté. Ce que je peux faire en payant plus si j'ai ouvert les zones, eh bien c'est par exemple me déplacer une deuxième fois, ça me coûte une nouvelle volonté, ou pouvoir m'arrêter là-bas où il y a un ennemi, et alors je vais me payer une volonté de plus pour peu que j'ai ouvert ici. La dernière possibilité est la même pour toutes les lignes, c'est qu'une fois que c'est ouvert, j'ai une réduction de une volonté quand je fais l'action de base, qui de toute façon est toujours faite, qu'importe l'action qu'on fait derrière. Si je fais l'action de base, je paye une volonté de moins. Ce n'est pas une volonté de moins pour chaque action que j'active ou sous-action que j'active, mais bien une seule pour la base qui doit être activée. Donc je veux me déplacer de 2 cases et je veux me déplacer à l'endroit où il y avait un autre joueur, si j'ai ouvert ces 2 zones-là, par exemple comme ceci, pas au premier tour bien sûr, eh bien ça me coûterait 3 et je pourrais alors me déplacer et venir au même endroit qu'un autre joueur. Ça c'est le déplacement. Deuxième possibilité, ça va être de poser une carte sur le jeu. La carte ou les cartes que j'ai en main, je vais pouvoir en déposer une, pour peu que je sois à côté d'un endroit où ce soit autorisé. Donc ici, je suis à côté d'une frontière qui est libre, je peux le faire. Si j'étais là-bas, je pourrais le mettre là ou là, sauf que là-bas il y a déjà quelqu'un, donc je ne peux pas le faire. Ici c'est vide, je peux le faire. Pour déposer ma carte, je vais payer 2 volontés, et je dépose une carte à l'endroit où je suis. Je lui place une essence qui vient de mon plateau de jeu. Si je n'en ai plus, je ne sais donc pas mettre ma carte qui va avec. Et éventuellement, la carte peut avoir un pouvoir lorsqu'elle est posée. Son pouvoir ici, c'est qu'on ne sait pas lui enlever la dernière essence. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir retirer des cartes des autres joueurs. On se retrouve à 1 contre 2, c'est donc la tristesse qui garde le contrôle de la zone. Les autres possibilités vont être par exemple de pouvoir placer une essence en plus, mais je vais devoir retourner un jeton d'ambition. Les jetons d'ambition pour l'instant ils ne sont pas actifs, on va les activer à la fin de chaque tour ou par d'autres actions du jeu. Et s'il avait été actif, j'aurais pu placer une nouvelle essence en payant une ambition pour le faire. Donc je paye 2 pour placer une carte, je dois mettre une essence de mon plateau de jeu. Si j'ai une ambition active, hop, comme ceci, je la retourne et je peux en placer une qui ne vient pas de mon plateau de jeu mais qui vient de la réserve. L'action suivante qui se trouve ici, ce serait de pouvoir dire, eh bien, si je paye 2 supplémentaires, plutôt que de prendre l'essence de mon plateau personnel, je la prends directement de la réserve et donc je garde les essences de mon plateau personnel où je n'en ai simplement pas pour pouvoir placer directement une carte. Dans la ligne suivante, je vais pouvoir attaquer les autres joueurs, enlever les essences qu'il y a sur eux et donc pouvoir éliminer la carte à terme du jeu. Pour cela, je dois être à côté de la carte que je vise, donc toujours être à côté comme quand on les pose. Je vais payer 2 volontés, je vais aussi payer une ambition qui devait être valide pour le faire et je vais devoir jouer une carte de ma main, pas une carte de ma défausse, donc je dois avoir une carte en main qui aurait le même symbole que le symbole de la carte que je veux enlever. Alors, les 2 cartes de base, elles sont multicolores et donc n'importe quel symbole suffit. Il suffit d'avoir une carte en main. Cette carte-là n'est pas défaussée, elle doit juste être dans sa main et on montre qu'on a le symbole associé. Autrement dit, ici, il n'y a pas de problème, j'ai n'importe quoi, c'est bon. Mais si ici, la tristesse devait être présent à côté et voulait l'enlever, eh bien, il aurait dû avoir dans sa main un petit symbole bleu. Ici, il n'en a pas. Ce ne sont pas les mêmes symboles en tant que tels, mais ce sont les mêmes couleurs. Et il aurait dû attendre de trouver dans ses cartes une carte avec un symbole bleu pour pouvoir activer l'action de retirer des gemmes à l'adversaire. Donc toujours être à côté et avoir une carte en main qui me permette de le faire. Ici,
je vais l'enlever une essence pour peu que j'ai une carte en main et que je sois bien à côté, c'est le cas. Et je vais pouvoir faire quoi en plus? Si j'ai activé la zone supplémentaire en payant 2 volontés de plus, je vais retirer une deuxième essence. Si j'enlève la dernière essence, ça va me permettre d'enlever la carte et donc elle ne serait plus du tout en jeu. Déjà, quand j'enlève une essence, il faut bien voir quel était le côté du contrôle du royaume et changer éventuellement le contrôle. Une fois qu'elle est défaussée, les cartes de base sont retirées complètement du jeu, on n'en parle plus, elles ne reviendront pas en tant que telles. Et donc ça peut modifier tout le contrôle. La zone suivante va me permettre de ne pas avoir la carte en main pour virer quelqu'un. Donc en ayant un marqueur ici, et je ne suis pas obligé de mettre un marqueur là avant de mettre celui-là, je peux très bien avoir un développement qui est comme ceci, comme je pourrais avoir un développement qui est comme cela. Eh bien, je ne dois pas montrer ma carte, je ne dois pas avoir une carte de la même couleur pour peu que je paye une volonté en plus. Donc ce serait 2 volontés plus une volonté, 3 volontés, retourner une ambition. Et donc je pourrais enlever une carte ennemie à côté de laquelle je suis sans devoir montrer de carte, ou sans avoir même de carte en main, comme c'était mon cas actuellement. La ligne suivante va me permettre de placer des forteresses. Alors les forteresses, il faut être n'importe où autour de la forteresse pour pouvoir la placer. Il faut que la zone ne soit pas contrôlée par l'ennemi, donc ça peut être contrôlé par moi ou ça peut être sans contrôle. Et auquel cas, je vais payer 3 volontés pour placer une forteresse, petite forteresse, sur la zone et donc mettre un marqueur 1, vu que c'est une forteresse de niveau 1, qui va me permettre de dire que je contrôle en plus cette zone. Donc n'oubliez pas, il ne doit pas y avoir de forteresse, vous devez être autour de la case de construction et le royaume ne doit pas être contrôlé par l'ennemi. Si c'est le cas, vous pouvez le faire. Si jamais vous avez déjà une forteresse et que vous voulez augmenter son niveau, eh bien ça va être le même principe. Je paye le 3 pour faire l'action et puis je retourne un jeton ambition et je vais transformer ma forteresse 1 en forteresse 2 et donc changer le marqueur pour mettre un 2 dessus. La troisième option, ça va être de pouvoir retirer un niveau de forteresse à l'ennemi. Donc je vais là payer aussi une volonté, retourner à un marqueur ambition et je vais retirer un niveau à l'ennemi. Ça devrait être ici que ça se fasse. Hop, admettons que j'étais comme ceci. Et je vais redescendre le niveau 2 en niveau 1 et éventuellement retirer un niveau 1 pour mettre rien du tout. Donc je vais passer d'un étage à un autre pour enlever une forteresse à quelqu'un d'autre. Ça, ce sont les 4 lignes standards, celles auxquelles on a accès pratiquement dès le départ. Donc construire une forteresse, se déplacer, poser une carte, retirer une carte ennemie ou poser une forteresse. La 5e action de votre plateau de jeu, c'est quelque chose qu'il va falloir ouvrir. Et donc, je vais devoir d'abord l'activer pour pouvoir le faire. Et ça va me permettre de faire un upgrade d'une de mes cartes qui est en mode normal vers le mode supérieur. Les cartes ici vont être upgradables. J'ai l'optimisme, mais ça peut devenir l'espoir. Pour pouvoir upgrader une carte, pour pouvoir avoir sa version améliorée, je dois être toujours à côté. Je dois avoir aussi un certain niveau d'essence qui est indiqué au niveau du jeu. Ici, il y a un petit symbole, une petite flèche vers le haut. Cette petite flèche vers le haut m'indique, je peux alors ici l'upgrader quand je suis à 2 essences. Pour ce faire, je vais payer 3 volontés et je vais transformer mon optimisme en espoir. Donc je vais la retirer ici de mon jeu et je vais mettre l'espoir. Je vais placer les 2 marqueurs qui étaient présents ici. Je passe donc de 2 à 3 au niveau de son pouvoir. Elle a toujours un pouvoir qui lui est propre et je vais pouvoir ainsi être tranquille avec mon espoir ici. Les essences sont donc revenues, sont récupérées et donc sont replacées. Elles sont les 2 qui sont colorées parce qu'il y avait un niveau 2 qui était nécessaire. Et je vais ainsi avoir ma nouvelle version, bien meilleure souvent, de pouvoir de base. Si j'ai ouvert la zone suivante, eh bien je peux retourner toujours une ambition qui serait active. Et alors je pourrais ajouter au moment de l'upgrade une essence supplémentaire et donc avoir directement un niveau supplémentaire d'essence ici. Il doit être absolument à côté pour faire un upgrade. Si jamais j'ai fait le dernier niveau ici, je peux alors le faire depuis n'importe où. Et donc je pourrais être ici tout en faisant un upgrade là-bas. Ça c'est le pouvoir supplémentaire. Seulement vous payez à chaque fois ce que vous voulez faire au niveau de votre pouvoir. Donc faire un upgrade ça coûte 3, de n'importe où ça coûte 1 de plus. Il faut que ceci soit activé.
Et c'est très simple au niveau de la gestion. N'oubliez pas que si vous avez fait quelque chose ici, vous avez une réduction de 1 sur le premier qui se trouve sur la même ligne. Ce sont les 5 actions du plateau avec leur développement. En plus de ça, vous avez les 5 actions associées au royaume. Pour faire une action d'un royaume, vous ne devez pas être dans ce royaume-là. N'importe qui a accès à toutes les actions de n'importe quel royaume. La différence, c'est que si vous avez le contrôle d'un royaume, vous payez une ressource de moins au niveau de l'action de base de ce royaume-là. Donc, ici, on payait une volonté pour en gagner 4. Eh bien, si je suis propriétaire, si je suis le contrôleur de ce royaume-ci, je ne vais pas payer le 1, je vais directement en gagner 4. Donc, ici, le bonheur va toucher somme toute 3 de plus, tandis que la tristesse va en toucher 4. Alors, quels sont les pouvoirs des royaumes? Au solde des valeurs, je vais, après avoir payé le coût de base ou pas, je vais pouvoir transformer des ressources de volonté en ressources essence. Donc, je vais transformer mes volontés en essence. J'en ai besoin quand je place de nouvelles cartes. Ici, dans la contrée du désir, je vais pouvoir rajouter des essences sur une carte à côté de laquelle je serai. Donc, il faut être à côté d'une carte, hop, par exemple ici. Ce qui me permettrait de rajouter dans la gaieté, en faisant l'action ici, je paye 1 et je vais rajouter une essence qui vient de mon plateau de joueur sur la carte qui est à côté. Je peux en placer en plus, mais chacune que je place en plus me coûte une volonté supplémentaire. Donc si je suis propriétaire, je n'ai pas besoin de payer la volonté ici, je peux directement la placer de mon plateau de joueur vers la carte, mais il faut bien que je sois adjacent. Ici, je vais pouvoir déplacer une carte d'ailleurs pour être à côté de mon personnage. Donc, je vais pouvoir déplacer celle-ci par exemple, si je le désirais, pour la mettre hop, à côté de mon personnage. Pas de grand intérêt dans cette configuration-ci, je suis bien d'accord, mais le principe est là. Donc je vais pouvoir déplacer vers mon personnage. Ici, je vais pouvoir piocher une nouvelle carte. Alors, les premières cartes sont toujours visibles, comme si je les ai pas mises ici. Je vais donc pouvoir prendre la première carte pour 1, et puis pour 2, je peux en reprendre une deuxième, et encore pour 2, je peux en prendre une troisième. Donc je peux refaire une main de cartes ainsi, en prenant au fur et à mesure des cartes, en payant les volontés nécessaires à chacune. Voilà les 10 actions que l'on peut faire, 5 du plateau, 5 des royaumes. On ne doit pas être dans le royaume pour faire l'action, mais on a souvent des demandes de proximité pour faire un déplacement ou un ajout d'essence. Puis viendra la fin de son tour, et à la fin de son tour, on a le choix entre retourner une ambition ou piocher 2 cartes. Donc chaque fois que c'est sa fin de tour, on va pouvoir récupérer soit 2 cartes, soit piocher une ambition. Si on est 4 joueurs, chaque joueur a son paquet de cartes personnel. Alors, il n'y a pas que ça au niveau du jeu, parce qu'il faut aussi voir comment on va arriver aux fins de manche. En fait, il y a des actions libres supplémentaires. Il y a des actions libres au niveau des ambitions, et il y a des actions libres au niveau d'un petit marqueur ici, qui n'est pas qu'un marqueur de contour pour les 3 actions, qui va dire que l'on reprend 2 cartes ou que l'on retourne son ambition, qui dit aussi ici que si on n'a plus de jetons volonté, on en récupère 1 et on va revenir ici. Et logiquement, on va le remettre de ce côté-là. Pourquoi? Eh bien, le premier joueur, lui, il est en action inutilisable ici, et les autres joueurs vont être en action utilisable. À chaque tour, on va pouvoir faire une fois cette action-ci qui est très importante, qui va me permettre d'aller chercher des volontés qui se trouvent ici au niveau du jeu. Et ces volontés vont déclencher les fins de manche. Alors comment ça fonctionne? Je peux l'utiliser une fois par tour. Quand j'utilise avant ou après mon action, je le retourne et je vais avoir l'opportunité d'aller récupérer des volontés. De 2 choses l'une. Soit je suis entre 2 zones, soit je suis pile poil face au paquet, à la sphère qui contient cette volonté. Quand je suis entre 2 zones, je vais pouvoir choisir la zone dans laquelle je vais aller récupérer ma volonté. Combien de volontés je récupère? Je récupère 2 de l'une ou de l'autre, plus une. Si je suis ici entre 2 zones et que j'ai une carte sur le contrôle de la frontière, je vais récupérer donc une de plus de l'un ou de l'autre. Tandis que si je suis au milieu, je n'ai qu'une seule zone dans laquelle je peux récupérer, ce serait celle qui est juste en face. Donc je n'ai pas le choix de la zone. Mais par contre, je peux rajouter en plus des 2 normales, une par frontière que je contrôle. Donc si je contrôle les 2 frontières, je récupère 4. Si je n'en contrôle qu'une seule, je récupérerai 3. Ces 3 jetons volonté vont arriver ici. Et je vais déclencher en plus le pouvoir de la zone sur laquelle je suis. Ici, l'humilité va me permettre de récupérer
une essence supplémentaire sur mon plateau de jeu. Une fois que c'est fait, je fais tourner le plateau d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc je pourrais récupérer une essence, je pourrais récupérer 2 volontés de plus du stock, je peux récupérer une carte, je peux payer toujours un truc qui est pendu, pour retourner une ambition, ou je peux placer gratuitement un marqueur de la couleur que je veux à l'endroit que je veux au niveau de mon plateau. Placer un marqueur, retourner une carte, une essence ou 2 volontés. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va vider complètement une zone, eh bien on va avoir un moment de décompte. Ces moments de décompte, c'est là-bas qu'on va voir la condition qui se trouve ici pour les fins de manche. Alors, on va donc regarder, tiens, ouverture d'esprit, contrôler le plus de frontières. Qui contrôle le plus de frontières? Ici, c'est le bonheur. Donc le bonheur reçoit l'opportunité de placer un de ces petits marqueurs, une de ces petites forteresses ici. En cas d'égalité, personne ne le fait. Une fois que c'est fait, on va aussi voir est-ce que les objectifs que chaque joueur avait en début de manche, qui ne peuvent pas être les mêmes que l'objectif en cours, est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Contrôler le plus de royaumes, ici je vois que j'en ai 3 contre 2, eh bien je vais non pas mettre un 1 ici, mais je vais mettre un 2, donc un gros marqueur, vu que j'ai aussi fait mon objectif personnel. Ici, est-ce que c'est moi qui ai des émotions dans le plus de triades? Une triade, donc c'est un bloc de 3. Si c'est le cas, je vais pouvoir mettre un marqueur aussi. Si ce n'est pas le cas, il faut dire qu'on ne l'a pas vraiment laissé jouer, le pauvre, eh bien il peut y avoir des compensations. Ces compensations sont quoi? Si j'ai fait 0 points au moment du décompte des aspirations, eh bien je vais pouvoir regarder 3 cartes et je vais choisir laquelle je désire faire des 3. Donc c'est mon avantage pour essayer de revenir dans le jeu. Les autres vont être remélangés et hop, j'en connais une. Tiens, maintenant je sais que c'est celle-ci. Je suis mieux avancé pour faire celle-ci qu'une autre, donc autant le faire. Si vous avez répondu à une aspiration ou à 2, vous allez simplement regarder l'objectif suivant et puis vous savez ce que vous allez faire après. Le premier objectif est fait, il est retourné et donc maintenant on connaît quel est le nouvel objectif à atteindre. Ce nouvel objectif à atteindre pourrait très bien changer. Pourquoi? Si une équipe a placé un gros marqueur de forteresse ici, eh bien l'autre équipe peut décider dans ce qui reste en disant bah, tiens celui-là je ne sens pas qu'on arrivera à le faire, il est trop avancé, ce qu'on m'a dit, ben, je peux l'enlever. Donc que ce soit quelque chose de plus loin ou que ce soit simplement le suivant. Donc on peut très bien avoir un objectif qui ne sera jamais fait parce qu'il a été enlevé par les autres joueurs. Ce qui va d'ailleurs accélérer un petit peu le temps de jeu parce que une des conditions de fin, c'est d'arriver à la fin, donc de faire le dernier décompte au niveau du jeu. Donc l'aspiration commune plus éventuellement son aspiration propre, si c'est le cas, une seule, un petit niveau, les deux, la commune et la propre, 2 niveaux. Quand c'est égalité ou que c'est pas réussi, c'est perdu, donc on ne place rien. Si on n'a rien placé, on pioche 3 cartes. Si quelqu'un a mis un niveau 2, on va pouvoir retirer un des objectifs à venir et on passe à l'objectif suivant. On ne peut jamais avoir le même objectif chez soi que l'objectif en cours qui doit être fait. Et il y a une dernière subtilité. Si la zone dans laquelle je viens de vider mon paquet possédait, je vais mettre une fois une bleue, une forteresse, eh bien cette forteresse est ajoutée à la tour. Donc elle est vidée, on retire le numéro et donc ça fera des points de victoire en plus en fin de jeu. Sinon, ça ne fait pas de points de victoire ici en fin de jeu quand c'est le cas. Donc il faut que la forteresse soit présente en face de la zone qui se trouve là. Et puis toujours, quand on a vidé, on fait pivoter. Ça continue à ce niveau-là. Si jamais quelqu'un ne savait pas mettre une de ces pièces qu'il devrait mettre, par exemple, il doit mettre une 2 ou alors il doit mettre une 1 et il n'en a plus parce qu'elles ont été placées dans le jeu ou qu'elles sont déjà placées ici. Si je ne sais pas mettre la pièce qui serait nécessaire pour moi faire mon tour, eh bien je vais mettre alors le chapeau qui définit que le jeu est terminé parce que je ne savais pas mettre une pièce parce qu'elle était sur le plateau ici, en tout cas elle n'était pas dans ma réserve. Eh bien on termine ainsi le tour, on termine le déplacement, mais il n'y a plus d'action supplémentaire, c'est la fin de jeu. Si les 2 joueurs en étaient au même cas, eh bien l'autre aussi aurait pu mettre son petit chapeau. On va mettre les 2 chapeaux l'un dessus de l'autre. Chaque chapeau vaudra donc des points de victoire quand on fera le décompte. Autre possibilité libre, c'est d'activer le pouvoir d'une ambition. Les ambitions ont 3 pouvoirs, c'est aussi une action libre de mon jeu. Je peux en retourner une pour placer un nouveau jeton de vibration que je vais mettre alors à l'endroit où je veux. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça allait sous le sens.
quand j'utilise une carte pour ajouter en mon tour de jeu un jeton de vibration sur une case, eh bien je suis obligé de faire l'action qui est associée. Mais dans le jeu, on ajoute des jetons parce qu'on veut faire une action bonus, on ne l'ajoute pas pour le plaisir de le mettre à un endroit ou à un autre. Donc je le précise ici, et ici quand j'utilise mon action d'ambition gratuite, eh bien là je peux le mettre n'importe où, je ne suis pas obligé de faire l'action associée. Autre possibilité, c'est de faire tourner une fois le plateau. Je pivote mon ambition, je fais tourner une fois le plateau, c'est indiqué toujours ici. Et la dernière, c'est pour 2 ambitions, je fais une 4e action dans mon tour, qui est beaucoup plus fort évidemment, qui me permettra alors de faire des actions supplémentaires qui ne seraient pas attendues par l'autre joueur bien sûr. Ça, ce sont les actions des ambitions. Ce n'est pas tout, vous avez aussi des points de victoire de plein jeu. Alors on a ici 2 compteurs de points de victoire qui vont servir pour la fin du jeu, mais qui peuvent servir en plein jeu, qui vont me permettre d'avancer ici, et de récupérer éventuellement des petits bonus au fur et à mesure que j'arrive à des endroits clés. Donc je vais récupérer une essence, je vais récupérer une carte, je vais récupérer une ambition que je vais retourner, à nouveau une essence, une carte et une ambition. Comment est-ce que je fais avancer ceci? Eh bien c'est indiqué en bas de votre plateau. Ce sont des actions qui arrivent quand vous faites quelque chose de spécifique. Vous gagnez un point ici, dès que vous faites une de ces 4 actions, mais si vous faites dans le même tour plusieurs de ces 4 actions, eh bien l'action complémentaire vaut 2 points. On m'a dit si j'arrive à faire 3 actions ici dans le même tour, eh bien je marquerai 1 plus 2 plus 2, donc 5 points en une fois. C'est pas facile, donc il faut vraiment s'accrocher. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien vous pouvez enlever une essence à quelqu'un. Ça vaudra une réalisation. Vous pouvez aussi arriver en une seule fois à enlever 4 volontés des sphères qui se trouvent ici. 4 volontés en une seule fois, donc ça nécessite absolument d'avoir le contrôle de 2 frontières et d'être au milieu pour faire l'action. Donc ici ça fait bien 2 plus 1, ça fait 4, boum, je peux alors récupérer 1 point ou 2 points, c'est la première ou la deuxième. Je peux terminer une zone au niveau des essences pour une carte. Quand j'arrive à mettre la dernière essence, je réalise une intention. Et enfin, je peux terminer une ligne complète avec des marqueurs de vibration ici, et j'aurai alors aussi une action d'un point de victoire. Outre le fait de gagner des bonus et des points de jeu, je vais aussi pouvoir déclencher la fin du jeu si jamais j'arrive à faire un tour complet et arriver à 20. C'est comme de terminer ici une pile, donc de ne plus savoir mettre un des jetons quand vous devez le faire lors d'un décompte, ou arriver au dernier décompte. Et bien, ce sont les 3 manières de mettre fin au jeu: les 20 points, ne plus savoir mettre une pile, ou de faire la dernière carte des objectifs ici. Il reste, et oui, encore un petit pouvoir à discuter, c'est le pouvoir associé à chaque personnage. Chaque personnage a ici un pouvoir qui lui est propre, et ce pouvoir, il va pouvoir l'utiliser quand il le peut. Par exemple, pour joie, ce serait à chaque fois qu'il fait l'action d'absorption pour récupérer des volontés des sphères. S'il en récupère 4, il pioche une carte supplémentaire pour sa main. Tandis que la haine dit que s'il fait une action qui a déjà des augmentations, ici qu'il a placé des marqueurs de vibration dessus, eh bien il paye 1 de moins, ce qui peut se cumuler avec le fait d'avoir été tout au-dessus. En plus des pouvoirs que chacun peut avoir, et il y a 4 plateaux donc par couleur, donc 4 types de personnages: souffrance, anxiété, méchanceté. Par exemple, pour parler un petit peu de tristesse, il y a aussi des versions A et des versions B. Ici par exemple, j'ai une version B, là j'avais une version A. Alors tout le monde joue en A, tout le monde joue en B, c'est juste pour l'exemple, qui vous montre que vous avez alors des pouvoirs qui vont varier. Ici, c'est pas tout à fait la même chose au niveau des pouvoirs de chacun. Donc je vous ai expliqué tout ce qui était les pouvoirs de base, et chaque personnage dans son côté B va avoir des dessins, des symboliques ou des pouvoirs qui vont différer. Vous voyez, les B ici chez la tristesse ne sont pas tous nécessairement la même chose, et chacun a potentiellement une variante, un pouvoir différent, et donc ça va augmenter encore les possibilités de votre jeu, ce qui fait que ça fait beaucoup de possibilités, sachant qu'aussi au début vous allez avoir votre main de joueur de 16 cartes, qui soit vous allez prendre les 16 cartes de base, soit vous allez prendre les 16 cartes dédiées au type de personnage que vous allez avoir, soit vous allez prendre 16 cartes que vous-même allez choisir dans les 4 couleurs possibles, et elles sont toutes par paire, donc il y a chaque fois 2 de chaque.
ce qui vous donne quand même beaucoup de possibilités, sachant que chaque carte a un pouvoir différent. Autrement dit, disons-le tout de suite, quand vous allez faire votre première partie, ce sera vraiment une première partie, vous allez défricher un petit peu le jeu, mais vous allez faire des nouvelles parties totalement différentes dans les parties qui vont suivre, déjà parce que vous allez mieux comprendre les actions et interactions du jeu. Voilà pour les règles, pour les pouvoirs et tout ce qui va avec. Fin du jeu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand on a activé la fin de jeu? C'est à compter les points de victoire qui se trouvent ici. Chaque symbole que j'aurai placé, donc une petite tour vaut 3, une grande vaut 5 et la coiffe en vaut 4. Et je vais compter ça évidemment ici. Je peux faire plus d'un tour de la zone bien sûr. Et celui qui aura le plus va seulement gagner. Vos autres ressources ne valent rien du tout. En cas d'égalité, c'est celui qui aurait mis la coiffe de la pyramide qui l'emporterait. Si les deux ont mis au même moment, il n'y a pas de vainqueur. Voilà, Seribria, c'est vraiment un jeu expert parce qu'il a beaucoup de complexité. Il n'est pas si difficile au niveau de la gestion entre guillemets des règles de ce qu'on va faire. Il ne faut jamais faire que 3 actions. Les actions sont vite prises en main. Par contre, la complexité de prendre le contrôle, pas prendre le contrôle, aller viser un événement, essayer de placer des forteresses pour aller activer et les mettre dessus, c'est quand même des points facilement faits. C'est quand même 3 points de victoire si je charge une petite simplement parce que je vide une zone à côté. C'est assez facile à faire, mais sa gestion et sa complexité, surtout que les cartes ont chacune un pouvoir différent, ça c'est énorme. Au niveau de la rejouabilité, c'est énorme. Les 2 plateaux de jeu possibles, jouer en 2 contre 2, en 2 contre 1, en 1 contre 1. Je dois avouer que j'ai une préférence à 1 contre 1 parce qu'on contrôle bien mieux ce qui se passe et puis c'est beaucoup moins long pour que ça revienne à vous au niveau des actions de tout un chacun. Parce que la discussion de l'un à l'autre n'est pas toujours facile et puis vous allez attaquer sur une zone, mais l'autre se trouve ailleurs et c'est pas toujours simple de pouvoir dire tiens je vais faire ceci, toi tu vas faire cela, mais attention, faut vider mais pas trop pour pas que le suivant puisse le prendre. À 2 joueurs en 1 contre 1, il a une dimension de plus de contrôle que à 2 contre 2, ou éventuellement à 2 contre 1, ça peut être aussi très utile quand vous avez quelqu'un de plus faible au niveau de la connaissance du jeu, qui peut être alors accompagné par quelqu'un d'autre. Il faut bien se dire qu'en plus, vous avez effectivement pour chaque partie, donc pour la tristesse ou pour le bonheur, vous avez les explications des cartes et dans un premier temps, on passe quand même du temps, on dit ah, c'était quoi ce pouvoir-ci? C'est clair que les petites icônes avec le symbole et ce que ça fait, quand on les connaît, on retombe vite sur ses pattes, mais dans un premier temps, on doit souvent revenir ici pour relire, tiens, ceci, cela. Et puis surtout, les cartes de base, vous les avez, mais les cartes avancées, l'upgrade, quand on arrive sur la version la plus forte en fait de la carte, mais vous ne les avez pas en main. Et donc, les connaître, c'est un plus parce que vous savez alors que telle carte est beaucoup plus intéressante qu'une autre à faire un upgrade tout de suite pour attaquer tel objectif que vous avez en main ou qui est ici sur le plateau de jeu. Et ça fait vraiment toute la différence. Connaître bien son panel de cartes et donc pouvoir jouer dans un premier temps tout le temps avec les mêmes et connaître bien la version upgrade de chacune, c'est quand même beaucoup plus fort au niveau du jeu. Ça, c'est indéniable. La première partie doit vraiment être une partie de découverte. Il va vous permettre de bien comprendre toutes les gestions et les astuces de chaque chose, de vos déplacements, d'aller au même endroit que quelqu'un d'autre, d'attaquer, pas attaquer, de se mettre en ligne, parce qu'il y a beaucoup de pouvoir ici. On va aller décompter par exemple ici ceux qui ont à la fois en face donc une frontière et le royaume en face en contrôle, pas facile à mettre en place. On va compter le nombre de royaumes, on va compter celui qui a le plus de triades dans lequel il est présent, une triade donc c'est bien 3 cartes ainsi. On va compter les sensibilités. Les sensibilités, ce sont ces fameux jetons qu'on va pouvoir rajouter ici quand on place un personnage et qu'on respecte les critères de placement. Eh bien, celui qui aura le plus de jetons de sensibilité va pouvoir avoir des bonus. On va avoir celui qui a le plus d'essence autour du plateau, donc de symboles comme ceci, sur le plateau de jeu. Celui qui aura le plus grande intensité au niveau de ses constructions de tours, donc celui qui aura un plus 2 éventuellement, donc c'est pas le cumulé, c'est bien le plus. Et parfois, ça, c'est personne de là. Donc, est-ce que vous allez attaquer un château adverse pour le faire détruire juste avant de faire le décompte? Pas faire le décompte, c'est beaucoup d'actions possibles. Et ça ne tient vraiment qu'à vous de bien le maîtriser. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu et très bon jeu. Plutôt pour 2 joueurs pour le contrôle, mais franchement à accepter avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, il faut rejouer. C'est un jeu pour lequel, si vous ne rejouez pas, en fait, vous allez chaque fois devoir réapprendre les règles. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de notions différentes
à ce niveau-ci. Et surtout, vous n'allez pas profiter de la connaissance que vous avez et donc de pouvoir mieux jouer à chaque fois. Donc, si vous jouez à 4, il faut tout le temps essayer de jouer avec les 4 mêmes personnes, ce qui n'est pas nécessairement facile, surtout pas en temps de Covid. C'est pour ça que si vous jouez à 2, vous aurez plus facile de refaire des parties et jouer avec votre adversaire qui va pouvoir augmenter en puissance, tout comme vous, et passer vraiment un bon temps à contrôler, pas contrôler, placer des tourelles. À vous de voir comment ça va aller. Des parties vraiment variées à chaque fois. Et on n'oublie pas non plus d'augmenter ici quand on réalise les quelques actions qui sont citées ici tout en bas. Voilà, c'est disponible maintenant en français grâce à Intrafin, ce qui est vraiment nécessaire pour la lecture des cartes émotions avec les feuilles A4 que je vous ai montrées pour tout un chacun. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!